Donc dans cette capsule, on va rentrer plus en détail dans l'élément clé en fait de l'application qui est vraiment les curseurs, donc les petits éléments interactifs de l'application qui vont permettre en fait de voir et de comprendre un petit peu plus les effets des paramètres du mouvement sur la performance. Donc là, on va s'intéresser au curseur en translation. Alors, le premier curseur que l'on va détailler, c'est la hauteur du centre de masse au décollage, donc H0. Si vous faites un petit clic sur H0, vous allez voir donc c'est la hauteur du centre de masse au décollage. Et donc, la première question que l'on peut se poser, c'est comment augmenter la hauteur du centre de masse au décollage. C'est bien beau de pouvoir l'avoir comme un paramètre de performance, mais comment est-ce qu'on peut l'augmenter? Là, je vous laisse mettre une petite pause sur la vidéo et prendre des notes sur comment est-ce que je peux augmenter ce paramètre-là et puis quelle instruction je peux donner à mes athlètes et qu'est-ce qu'en fait je vais observer si je regarde une vidéo d'une performance pour savoir dans quelle mesure je peux augmenter la hauteur du centre de masse au décollage. Alors, petit rappel sur la hauteur du centre de masse et la position du centre de masse. Donc, le centre de masse que l'on voit, ce petit point avec le vecteur gravité qui s'applique au centre de masse sur cette figure vers mon curseur rouge. Cette hauteur-là va dépendre en fait de la position de chacun des segments et de la masse de chacun des segments. En d'autres termes, le centre de masse va se déplacer dans la direction dans laquelle je déplace mes segments et va se déplacer d'autant plus que mes segments sont lourds. Alors on voit par exemple que quand on va lever un bras, donc on a déplacé un segment qui est relativement léger vers le haut, le centre de masse a changé de cette ligne-là à celle-là. Donc on parle, c'est sur une personne moyenne, à peu près de 3 cm. Donc si je lève mes deux bras, je peux augmenter la hauteur de mon centre de masse de 6 cm à peu près. Et sur un saut en patinage, oui, je vais pouvoir avoir les bras élevés lors du décollage si je veux augmenter la hauteur de mon centre de masse. Mais il ne faut pas oublier non plus la jambe libre. Donc sur les sauts où je prends mon impulsion principalement sur une jambe, où je vais décoller sur une jambe, la jambe libre peut être importante parce que juste une cuisse, c'est équivalent à la masse de mes deux membres supérieurs. Donc si je pense à lever le genou, je vais pouvoir augmenter également la hauteur de mon centre de masse au décollage. Alors, donc dans l'application, vous vous souvenez qu'on peut avoir des infos plus détaillées. Donc plutôt que de faire juste un petit clic comme on faisait tout à l'heure pour avoir hauteur du centre de masse qui apparaît, je vais faire un clic plus long et je vais avoir... Et donc je vois apparaître à l'écran quelles sont les manières pour augmenter la hauteur du centre de masse au décollage avec donc l'extension complète de la jambe d'appui. Donc je vais vraiment vérifier qu'il y a une extension de la hanche, du genou et de la cheville à l'instant du décollage. Et je vais regarder où se situent les segments libres, donc les bras et la jambe libre si j'ai une impulsion avec un décollage sur une jambe pour voir dans quelle mesure est-ce que je pourrais augmenter la hauteur de ces segments-là. À notre écran de base. Et donc, vous allez prendre également un instant, soit pour vous rappeler de votre cours sur les trajectoires en phase aérienne ou d'autres choses, mais d'après vous, quand je vais augmenter en fait la hauteur de mon centre de masse, ça va jouer sur quel paramètre de performance? Est-ce que ça va jouer sur la vitesse verticale? Est-ce que ça va jouer sur le temps de vol, la hauteur maximale atteinte et la rotation finale? Donc là, prenez une petite pause et puis après, on va faire l'expérience de cette augmentation-là. Alors, vous avez vos idées. Maintenant, on va donc jouer avec le curseur, augmenter donc de 10 cm comme c'est demandé en consigne. Donc, on va passer de 1,15 m la hauteur du centre de masse à 1,25 m, ce qui est déjà quand même assez haut comme hauteur là. Et on va voir en fait, on va observer quels paramètres ont changé. Et donc là, quand vous avez déplacé votre curseur à 1,25 m, vous voyez que la vitesse de décollage n'a pas changé. Donc ce n'est pas parce que je change la configuration de mon corps au décollage que nécessairement ça va modifier
ma vitesse de décollage. Par contre, on voit que donc, vous avez la nouvelle performance très visible et puis en transparence l'ancienne performance. On voit que le temps de vol a augmenté. Donc si je décolle un petit peu plus haut et que j'atterris toujours à la même hauteur, ben, je vais rester un petit peu plus longtemps en l'air. Aussi, la hauteur maximale a augmenté. Donc on a gagné également à peu près 10 cm. Donc c'est relativement proportionnel. Tout ce que je gagne à la hauteur de décollage, je vais le gagner en hauteur maximale. Donc ça, c'est important au niveau de l'esthétique, par exemple, d'un saut. Et également, la performance globale, donc le nombre de tours de révolution, a augmenté, simplement parce que je suis resté plus longtemps en l'air. Donc si je fais la même chose, mais que je reste plus longtemps en l'air, ben, ça va me permettre de tourner un petit peu plus. Donc la hauteur de décollage va quand même pouvoir influencer plusieurs paramètres de performance. Donc, je vous laisse noter ces valeurs. Faites-vous un tableau où vous aurez comme entrée augmentation de la hauteur du centre de masse, valeur initiale 1,15 m, valeur modifiée 1,25 m, et puis vous allez pouvoir marquer toutes les valeurs. Donc, est-ce que ça a affecté la vitesse de décollage, le temps de vol, la hauteur maximale ou la rotation finale. Et puis vous pouvez aussi basculer donc, sur l'écran rotation pour voir si ça a affecté la vitesse maximale de rotation. Donc une fois que vous avez mis ça dans votre tableau, dans votre cahier ou sur une feuille, vous pouvez donc revenir aux paramètres précédents qui étaient donc H0 est égal à 1,15 mètres. Alors en phase aérienne, il y a simplement une force qui s'applique au corps. Donc, j'ai plus de force de contact parce que je suis plus sur la glace. Donc, je suis dans les airs. Il y a simplement mon poids qui s'applique sur mon corps. Donc, je vais avoir l'expression suivante, que la somme des forces qui sont appliquées sur mon corps est égale à P pour le poids. Puis P est égal à la masse fois la gravité. Si maintenant, j'ajoute la notion de la seconde loi de Newton, donc la seconde loi de Newton, c'est que la somme des forces extérieures est égale à la quantité d'accélération qui est subie par le corps. Donc là, on est sur l'expression que la somme des forces appliquées au corps est égale à la masse fois l'accélération du corps. Et bien, avec ces deux expressions, je vais pouvoir finalement dire que m fois g, donc le poids, est égal à m fois a, la quantité d'accélération. Et ça peut se simplifier, donc je peux supprimer les m de chaque côté. Puis donc j'ai vraiment la dynamique en translation de mon corps en phase aérienne, c'est que l'accélération de mon centre de masse est égale à l'accélération de la gravité, est égale à la gravité. Donc la gravité, c'est une accélération qui est verticale, dirigée vers le bas, c'est celle qui nous ramène finalement sur Terre. Et je vais pouvoir finalement regarder c'est quoi les trajectoires qui sont issues de cette dynamique-là, à la fois sur le versant l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Donc sur l'axe horizontal, eh bien, vu que la gravité, elle est uniquement verticale, ben, il ne se passe rien en fait en horizontal en termes d'accélération. Donc l'accélération horizontale, elle est nulle. Ça veut dire quoi d'avoir une accélération horizontale nulle? Si je suis dans ma voiture et je n'accélère pas en fait, ben, soit j'étais à l'arrêt puis je reste à l'arrêt, soit j'étais déjà à 100 km/h et puis je vais rester à 100 km/h. Donc, c'est-à-dire que quel que soit l'instant t, je vais toujours avoir que la vitesse à tout instant est égale à la vitesse initiale. Donc, c'est pour ça que si vous voulez faire un saut qui est long, c'est vraiment important de décoller en ayant une grande vitesse horizontale parce que cette vitesse-là va être conservée tout au long de la phase de saut. Donc, je ne vais pas pouvoir modifier ma vitesse horizontale, pas du tout pendant la phase aérienne. Et donc, ça veut dire quoi en termes de déplacement, donc le x de t? C'est que le déplacement, finalement, va être proportionnel au temps que je passe en l'air. Donc, si je passe 1/10 de seconde en l'air, je vais avancer un petit peu. Si je passe 2/10 de seconde en l'air, je vais avancer 2 fois plus. 3/10, je vais avancer 3 fois plus, etc. Donc, le déplacement, finalement, est proportionnel au temps. Et puis, quand vous lancez quelque chose ou que vous regardez votre athlète qui fait une acrobatie, ben, il va simplement se déplacer de façon constante dans les airs en phase aérienne. Et donc, c'est relativement simple selon l'axe horizontal.
Selon l'axe vertical, donc là on a la gravité qui va affecter la vitesse. Donc la gravité, on dit souvent que G est égal à moins 9,81 ou moins 9,8, c'est la valeur qu'on a choisie aujourd'hui. Et donc ça va faire quoi au niveau de la vitesse? Ça va faire que la vitesse finalement va décroître proportionnellement au temps. Donc au début, vous allez décoller avec une très très grande vitesse vers le haut, et puis plus le temps va passer, plus votre vitesse finalement elle va réduire. Donc là, je pars avec, on va partir ici, donc je pars avec une très très grande vitesse au décollage, et puis petit à petit, ma vitesse elle va décroître, décroître, décroître jusqu'à arriver zéro. Donc quand j'ai plus de vitesse verticale, c'est quand je suis vraiment en haut de ma trajectoire, et ensuite elle va continuer la vitesse à décroître, 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 décroître et devenir donc de plus en plus négative. Et ce qui fait que donc la vitesse va décroître proportionnellement avec le temps. Et donc, si vous voulez finalement rester le plus longtemps en l'air, il va falloir décoller avec la plus grande vitesse possible. Comme ça, vous allez avoir plus de temps pour que cette vitesse-là, elle diminue jusqu'à devenir nulle. Et ensuite, qu'elle devienne négative jusqu'à toucher le sol. Et donc, au niveau donc, de l'axe vertical, on se retrouve, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais on va avoir une équation du second degré, ce qui donne en fait l'allure parabolique en fait, de la trajectoire en phase aérienne. Donc, je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais ce qu'il faut bien retenir au niveau de ces aspects théoriques, c'est que la trajectoire en phase aérienne va dépendre de la position et également de la vitesse initiale au décollage. Donc c'est vraiment important. Si à la fin de votre impulsion, vous n'avez pas la vitesse verticale qu'il faut, vous n'allez pas rester suffisamment de temps en l'air, donc vous n'allez pas avoir assez de temps pour compléter votre saut. Et de même, si vous voulez un saut qui est très impressionnant avec une grande vitesse horizontale, un grand déplacement horizontal, il va falloir décoller avec cette vitesse horizontale importante. Et de façon assez schématique, là, mais tout ce qui va se passer avant l'impulsion du saut, c'est quelque chose qui va permettre d'augmenter sa vitesse horizontale. Et ensuite, quand on va en fait prendre notre impulsion, on va vraiment mettre l'emphase sur créer la vitesse verticale. Et même si on perd un peu de vitesse horizontale, c'est pas très très grave, mais vraiment l'emphase lors de l'impulsion, c'est la création de la vitesse verticale et bien entendu du moment cinétique pour pouvoir tourner. Donc on a vu que la trajectoire horizontale, la vitesse horizontale est conservée, donc vous allez toujours avoir la même vitesse, et la vitesse verticale, elle, va décroître linéairement avec le temps, et ce qui résulte dans une trajectoire parabolique. Donc, Donc si on regarde plus en détail ce schéma illustratif, donc on voit que la vitesse horizontale est le vecteur rouge, et à quel que soit l'instant de ma phase aérienne, ce vecteur a la même en fait dimension, c'est-à-dire qu'on a la même vitesse. Puis on voit bien que entre le premier et le deuxième point, s'il s'est passé
1 dixième de seconde, ben, j'ai avancé du vecteur rouge. Après 2 dixièmes de seconde, j'ai avancé 2 fois plus, etc., etc. Et par contre, la vitesse verticale, qui est le vecteur vert, on décolle avec une très grande vitesse vers le haut. Cette vitesse-là va décroître linéairement avec le temps jusqu'à devenir nulle. Et puis là, c'est vraiment quand j'atteins le sommet de ma trajectoire. Et puis après, bah, cette vitesse-là va être dirigée vers le bas. Donc on va prendre de la vitesse vers le bas. Donc le vecteur est négatif jusqu'à toucher à nouveau le sol. Et donc, c'est possible finalement avec ces équations-là, si on fait l'hypothèse que on décolle à peu près à la même hauteur que l'on atterrit, on peut voir que la hauteur du saut est vraiment dépendante du temps de vol. Donc, quand on parle, par exemple, que pour faire un saut triple ou un saut quadruple, il faut au moins être 0,6 secondes, donc 6 dixièmes de seconde en phase aérienne. On parle d'un saut qui élève le centre de masse d'à peu près 70 cm. Donc c'est quand même des sauts qui sont des performances qui sont très impressionnantes. Et donc ça peut vous aider, cette table-là, à dire hors glace ou sur glace, faudrait que je sois capable de sauter quelle hauteur pour avoir suffisamment de temps pour compléter mes 4 tours en phase aérienne. Revenons sur les autres curseurs. Donc, je vais vous laisser donc jouer avec les autres curseurs en mettant pause sur la vidéo au moment qui va être opportun pour vous. Et on va toujours se poser les mêmes questions. Donc, comment augmenter donc, la durée de la phase de propulsion. Donc là, si on est sur la durée de la phase de propulsion, donc je vous rappelle, vous pouvez vous trouvez la durée de la phase de propulsion et puis vous allez maintenir appuyé donc une longue pression pour voir quels sont les conseils pour augmenter cette phase de propulsion. Puis avant de le faire, bien entendu, essayez de vous interroger sur quels sont les athlètes pour lesquels vous voyez qu'il y a un bénéfice d'augmenter cette phase de propulsion-là. Qu'est-ce qui va pouvoir, d'un point de vue biomécanique, donc quel est le principe biomécanique qui va permettre d'augmenter la durée de la phase de propulsion, comment je traduis ce principe biomécanique en consigne pour l'athlète, et bien entendu, après, vous pouvez faire votre longue pression sur le paramètre et puis vous validez donc avec l'aide contextuelle. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est donc quels sont les paramètres de performance qui vont être affectés par une augmentation de la durée de la phase de propulsion. Donc vous pouvez choisir parmi la vitesse verticale, le temps de vol, la hauteur maximale. Également, si vous passez sur
la fenêtre en rotation. Donc, est-ce que ça affecte la vitesse maximale de rotation? Est-ce que ça affecte la rotation finale? Donc, essayez de vous faire un petit tableau et puis de vous dire comment ça devrait affecter, quels paramètres ça devrait affecter, puis après vous validez pour voir si vos compréhensions des lois de la mécanique en phase aérienne puis des sauts en général, est bonne ou s'il y a des petites révisions à faire. Puis n'hésitez pas à nous revenir s'il y a des liens que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas clairs, pourquoi tel paramètre affecte tel autre, pourquoi il n'affecte pas celui-ci alors que je pensais que ça avait un effet direct, etc. Donc, posez-vous ces questions-là. Par la suite, vous ferez l'exercice suivant. Vous augmenterez donc la durée de la phase de propulsion de 10%. Donc là, notre valeur initiale, c'est 300 millisecondes qu'on va passer à 330 millisecondes, donc 10%. Et vous allez rapporter les gains de performance dans un tableau que vous allez vous confectionner. Puis, en faisant cette modification-là, vous allez vraiment valider quels sont les paramètres qui ont été modifiés, améliorés ou au contraire qui ont été réduits par ce changement de durée de la phase d'impulsion. Et par la suite, donc, vous réinitialisez les valeurs modifiées, donc vous repassez de 330 à 300 millisecondes. Vous allez faire exactement le même travail au niveau de la force de propulsion, donc la même logique, et on va également faire une augmentation de 10%. Donc je vais vous laisser mettre une pause sur la vidéo pour pouvoir lire les questions qui sont posées, qui sont les mêmes que précédemment, et faire les actions dans l'application. Donc le long clic pour voir comment est-ce qu'on peut augmenter la force maximale de propulsion, et puis après donc de modifier le curseur pour passer de 2,55 poids de corps de force maximale à 2,8 poids de corps, et de rapporter dans votre tableau les modifications, et ensuite vous réinitialisez à 2,55 fois le poids de corps. Le dernier paramètre que vous allez pouvoir modifier, c'est la hauteur du centre de masse à l'atterrissage. Donc je vous rappelle, ça c'est un paramètre qui est uniquement disponible quand vous faites afficher la majorité des paramètres modifiables, donc avec l'icône qui a un plus ou un moins. Donc cliquez pour vous assurer que vous avez bien tous les paramètres de disponibles. Et là, vous allez donc réduire la hauteur finale de 1,15 mètres à 1,05. Donc, dans le cas précédent, en fait, on augmentait la hauteur au décollage. Puis là, vous allez réduire la hauteur à l'atterrissage, toujours dans un objectif de se donner un tout petit peu plus de temps en l'air. Et puis, vous allez voir, donc, c'est quoi les gains de performance. Et une nouvelle fois, vous réinitialisez les valeurs modifiées. Donc, pour finir, je vous laisse vous interroger sur quelles sont les variables qui ont apporté le plus de gains. Est-ce que c'est la hauteur initiale au décollage? Est-ce que c'est le temps de la phase de propulsion? Ou est-ce que c'est la force maximale? Ou encore la diminution de la hauteur finale? Et donc, finir de remplir votre tableau et puis donc d'essayer d'interpréter qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant, qu'est-ce que vous trouvez qui est surprenant, et on pourra prendre le temps d'en discuter. Cette capsule se termine maintenant.